Et salut à tous, allez on se retrouve ce matin pour une nouvelle petite aventure qui sera un peu différente de d'habitude parce que j'ai troqué les chaussures de rando pour des pédales. Ça va être une première pour moi là, que je vais partir un peu en itinérance quelques jours. Ce sera cette fois-ci à vélo. Là pour ce premier jour j'ai une assez longue étape donc on va se remettre en selle sans tarder et puis je vais vous expliquer en chemin un petit peu le plan pour ces prochains jours. Allez c'est parti, en selle, en piste. Alors ouais du coup le plan là ça va être de rouler pendant 3 jours. L'objectif de cette aventure c'est d'aller de Toulouse donc à Rocamadour. Et bon comme c'est la première fois en fait que je fais ça, j'ai fait un truc plutôt simple, hein. Je me suis prévu mes étapes, mon itinéraire. J'ai réservé mes 2 campings. De ce côté là voilà, pas de bivouac improvisé comme l'an dernier au Massif Central. C'est un peu plus tracé et préparé à l'avance. Donc cette première étape ouais elle est assez longue puisque je profite en fait qu'il y ait le canal du Midi, enfin plutôt le canal latéral à la Garonne qu'on appelle, voilà, qui est plat, qui permet d'aller assez loin en une seule journée. Alors qu'après, quand on va entrer dans le département du Lot, il y aura beaucoup plus de relief. Donc on pourra faire moins de kilomètres. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye d'avancer au maximum pour me rapprocher des collines, on va dire. Donc là, aujourd'hui, première étape, je suis donc parti de chez moi ce matin. Vraiment à l'aube. J'ai traversé donc tout le centre-ville de Toulouse, là, comme vous avez pu voir sur les images précédentes. Et donc là, on va aujourd'hui faire majoritairement que du canal. Donc jusqu'à la ville de Moissac environ. Et après on va donc s'orienter vers le Quercy-Blanc. Et l'étape de ce soir, donc le premier camping, sera au village de Vazerac, qui est à la limite entre le Tarn-et-Garonne et le Lot. Ensuite l'étape de demain, on ira de Vazerac jusqu'à la vallée du Lot, dans le petit village de Vers. Et enfin troisième étape, de Vers à Rocamadour. Voilà un petit peu le programme de ces 3 jours. Allez, là on va traverser le petit aqueduc sur la rivière de l'Hers. Ah, il fait beau là, il fait super bon. C'est hyper agréable là pour rouler. Pour l'instant tout se passe bien. Les jambes tiennent bon, la mécanique tient bon pour l'instant, donc c'est nickel. Allez, on vient de passer la gare de Castelnau-d'Estrettefond, puisque là en fait on longe la voie ferrée, on voit passer les trains de temps en temps, ça va un peu plus vite. Mais néanmoins, pour moi qui suis habitué à la rando à pied, là pour vous dire, j'ai déjà fait plus de 40 bornes. Donc en fait là en l'espace de, je sais pas moi, 2 heures, j'ai déjà fait 10 km de plus que ce qu'on peut faire à pied dans la journée, donc ça n'a rien à voir. C'est assez fou. Allez, bien on continue. Toujours le canal latéral. Direction Moissac.
Allez, je suis arrivé au petit pont de la Payrière, toujours le long du canal. Pour le moment tout se passe bien, c'est nickel. C'est super beau, fait super bon. Le vélo tient bon pour l'instant. Donc là je suis à peu près à la moitié de mon étape d'aujourd'hui, soit 55 km déjà. Et c'est fou hein, comment on avance bien à vélo. Bon, voilà, non, mais je suis content, ouais. Pour l'instant ça tient bien. C'est vrai que comme j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que je pars avec tout l'équipement de bivouac et tout. Toujours un petit peu stressé. Et il y a un truc qui lâche. Et bien là il y a un train qui va passer. Moi ça me plaît parce que je suis passionné de train dans une autre vie, donc je regarde passer les trains en même temps. Surtout là, ouais, comme il y a les lignes de Toulouse et de Bordeaux en même temps, il y a pas mal de circulation. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau là? Ouh, ça sent bien l'Intercité, ça, rien que le bruit. Enfin, on va voir, surprise. Ouais, je pense que c'est du corail, ouais. Oh oui, ça c'est le bruit d'une locomotive, ça s'entend. Voilà. Et voilà, une jolie bébé 26 000 pour ceux qui connaissent. Ah, je fais là. Allez, j'ai fait une petite pause, du coup j'ai mangé un bout et on va pouvoir se remettre en route. Voilà, donc là on est bientôt à Montbartier. Donc bon, j'ai aucune idée des kilomètres, là vraiment c'est l'aventure, hein. Certes j'ai préparé mon itinéraire et mes étapes, mais par contre au niveau du temps que ça va mettre et tout ça, j'ai rien calculé du tout, donc là je fais au fil de l'eau, c'est le cas de le dire. Mais bon, je pense qu'on avance bien. Déjà là, on est quand même encore dans la matinée. On a déjà fait la moitié. Mais bon, en même temps, voilà, le parcours s'y prête, hein, c'est plat, voire même plat descendant, puisque là, on descend en fait la vallée de la Garonne, hein, géographiquement, donc les écluses descendent dans ce sens. Donc voilà, le revêtement est excellent du début à la fin pour l'instant. Donc on arrive à faire du 20-25 km/h en moyenne, donc c'est sûr que les bornes, on les avale assez bien pour l'instant. Allez, et bien c'est parti, on se remet en selle, on continue. Allez, on vient de passer Montèche. C'est super joli là avec les couleurs un peu automnales. Et d'après les panneaux, il reste une vingtaine de kilomètres pour Moissac.
Je viens de passer à la célèbre pente d'eau de Montèche. Moi, j'ai pas trop pu filmer parce que j'étais en train de rouler. Mais voilà, c'est assez impressionnant comme système là. Prototype d'écluse. Bon, c'est vrai que pour filmer, c'est un petit peu moins pratique qu'à pied forcément parce que voilà, j'ai besoin de mes deux mains, donc c'est difficile à voir parce que des fois il y a des jolies choses sur les côtés à droite à gauche, mais bon, je peux pas trop tourner la caméra en roulant, donc bon, c'est sûr que c'est un peu plus monotone comme reportage, mais bon, c'est quand même sympa. J'essaierai de vous filmer 2-3 spots sympas quand je m'arrêterai après, mais bonjour. Allez, on arrive sur Castelsarrasin, la première grande ville qu'on traverse, et Moissac est juste après. Et je pense qu'on va bientôt repasser rive gauche de mémoire quand j'avais fait le tracé. Hop, encore une écluse. Il y a beaucoup d'écluses là sur cette portion là entre Castel et Moissac là. Là c'est déjà la troisième là en l'espace de à peine 1 ou 2 km. Et c'est joli hein. Ah, celle-là elle est magnifique, une belle végétation autour. Allez, ça y est, on arrive donc sur le pont Cacor. Un magnifique ouvrage, un aqueduc qui permet au canal latéral à la Garonne donc d'enjamber le Tarn, qui va d'ailleurs se jeter dans la Garonne juste après. Voilà, on est presque à la confluence des deux rivières. Ah ouais, c'est beau là, hein. C'est impressionnant. Allez. Sacrée vue. Bon, je vais peut-être le faire à pied en fait parce que comme il y a des galets partout, je vais éviter d'une part abîmer le vélo et d'autre part tomber dans l'eau, c'est dommage. Voilà, puis après du coup en face il y a le pont ferroviaire et derrière il y a la route qui enjambe à peu près au même endroit. De ce côté là, je vais essayer de monter le vélo pour vous montrer. Voilà. Allez. Et bien on va traverser ce viaduc
Et je vais me prendre du coup la pause de midi. Je vais me trouver un spot quelque part. Donc là on va, à partir de là maintenant, on va donc quitter le canal. Hein. Là, dès la fin du pont, là, je vais descendre sur les routes. Et donc là on va s'engager maintenant sur les petites routes de campagne. Pour après s'enfoncer progressivement vers le Lot demain. Voilà, puisque le canal, j'allais dire le canal du Midi, mais c'est pas le canal du Midi, c'est un abus de langage. Le canal du coup latéral à la Garonne continue du coup sa course dans la vallée de la Garonne en direction Bordeaux. Et nous, on va plutôt mettre le cap vers le nord, nord-nord-est, vers le Lot. En tout cas, ouais, c'est vraiment super bien hein, pour faire du vélo là. Parce que là, je suis à 84 km à Diteux. Donc sur une matinée, parce que je suis parti tôt quand même. Là, il est pas midi, mais je suis parti très tôt. Donc ouais, sur une matinée, 80 bornes, c'est dingue. Hein. Moi, j'ai pas l'habitude de ça. J'ai l'habitude de la marche où quand on a dépassé les 20 déjà, c'est énorme. Après, ça dépend du relief aussi. Hein. À plat, on peut faire 30. Mais comme j'ai l'habitude de la montagne, plutôt. Et voici Moissac. Allez, du coup je change de rive. J'ai dû continuer quelques kilomètres en plus après l'aqueduc en fait parce que je pouvais pas descendre, il n'y avait que des escaliers. Donc je vais essayer de rattraper mon itinéraire maintenant. Je vais revenir un peu en arrière. Allez, c'est bon, j'ai réussi à descendre. J'ai fait tout le tour finalement, je suis revenu de l'autre côté du canal. On a une jolie vue sur l'aqueduc du coup. Et bien allez, je pense que je vais me poser là pour le casse-croûte. Allez, c'est parti. Allez, du coup j'ai fini ma pause, je repars. On a donc quitté le canal. Voilà, pour s'engager dans des petites routes de campagne, comme vous pouvez voir de suite là. On a même eu un petit bout de chemin là, c'était pas noté sur la carte. Mais... donc là on est dans les vergers typiques du Tarn-et-Garonne. Et donc là maintenant il me reste environ 25 km là pour mon étape d'aujourd'hui qui va se finir à Vazerac. Voilà, c'est le petit village étape d'aujourd'hui, là où il y a mon premier camping qui m'attend. Donc voilà, j'ai toute l'après-midi pour y arriver. Mais bon, tant mieux parce que bon là ça va être beaucoup moins fluide en fait que le canal, hein, puisque ça va être des petites routes. On va faire attention aux voitures. Il y aura beaucoup plus, un petit peu plus de dénivelé aussi. Donc forcément on va avoir une vitesse moyenne bien inférieure. Et voilà, là c'est l'aventure vraiment qui commence. On n'est plus du tout, on va dire, dans des parcours cyclables, on va dire, classiques. Et c'est ça qui est bien aussi. Allez, c'est parti. Direction Vazerac. Allez, on va prendre la douche. Allez, on fait les premières petites côtes. Pour l'instant c'est tranquille, mais je commence à bien sentir les jambes quand même, parce que là j'approche des 100 bornes maintenant. Donc ça se sent quand même, quand on n'a pas l'habitude.
Donc là on approche du petit hameau de Dantou. Et on va s'engager donc du coup dans la vallée de la Lupte en direction de Vazerac. Arrivé sur le petit village de Lunel, commune de la Française. Il y a une jolie petite église là-bas, là on la voit plus parce qu'elle est cachée par les arbres. Allez, je fais une petite pause dans ce joli cadre champêtre. Et du coup on avance bien, tout se passe bien, il fait un temps magnifique. Du coup on arrive bientôt sur Vazerac. Néanmoins on va pas y passer au village aujourd'hui. Je vais faire un petit détour parce que en fait il se trouve que la toute première maison dans laquelle j'ai habité dans ma vie se trouve dans les environs là sur la commune. Donc ben voilà, je trouvais ça symbolique et sympa d'y repasser là tant d'années après. Et de toute façon après le camping il est un peu excentré par rapport au village, donc ça fait pas vraiment un détour en fait, hein. On va faire une petite boucle en gros. Et par contre on passera voir le village quand même demain matin avant de reprendre la route vers le Lot. Allez, en route. Allez, j'ai donc commencé mon petit détour et on traverse la petite rivière de la Lupte que l'on suivra tout demain pour remonter sur les Cosses du Quercy. Il y a un petit peu d'eau.
Allez, j'arrive bientôt sur le camping. On est remonté un peu sur les collines. Là, on voit Vazerac en bas. Il y a un joli point de vue là sur la campagne environnante. C'est vraiment une journée parfaite là pour être dehors. Hein. Vu qu'on est mi-septembre, là il fait pas chaud. Enfin, il fait un peu chaud, mais c'est de la bonne chaleur, quoi. C'est pas étouffant, il y a du vent frais. Enfin, c'est vraiment tip top là. Ah, c'est joli là. Hein. Ces petits coteaux là. Ah, mais voilà, je crois qu'on est arrivé. Et ça y est, je suis arrivé donc sur mon emplacement de camping. Bon, c'est super calme, comme vous pouvez voir. Hein. Il n'y a pas trop foule. Hein. Bon, en même temps, on est quand même mi-septembre, on est un peu hors saison. Hein. Le camping il ferme fin septembre, ils m'ont dit là. Ils sont en train de rénover là, il y a une belle bâtisse là-haut là. Enfin, l'endroit est super sympa. Ils ont plusieurs hectares de terrain super bien entretenus. Donc là j'ai eu l'embarras du choix, donc il m'a sélectionné quasiment le meilleur emplacement. Il m'a dit bah tiens, tu vas être bien là, c'est ombragé et tout, c'est bien plat pour la tente. Alors regardez-moi ce cadre un peu. Honnêtement ça va quoi. On est entouré, il y a des noyers, il y a un tilleul j'ai l'impression. Ouais, c'est magnifique. Allez, ben, il n'y a plus qu'à monter le camp. Et après, on va passer une bonne nuit pour se reposer de cette belle première étape de vélo. Allez, à tout à l'heure. Allez, ça y est, le camp est monté, donc au camping de Vazerac pour finir cette première étape à vélo. Bon, c'était une super journée, hein, ça s'est très bien passé pour une première. Et donc, ouais, je sais pas combien on a fait de kilomètres, je vais regarder le compteur. Mais je pense que 114,5, ouais. Donc ça commence à faire une bonne trotte pour une première, mais bon, ça c'est grâce au canal du Midi, hein. Enfin au canal latéral, puisque c'est quand même bien roulant, on peut quand même faire beaucoup de kilomètres en assez peu de temps. Mais voilà, pour une première, ouais, je suis bien content, ça s'est très bien passé, c'était super agréable, un temps magnifique aussi. Donc voilà le camp pour ce soir. Après au niveau du matos, du coup j'en ai pas trop parlé, mais c'est vraiment, enfin j'ai pas grand chose de spécifique pour le vélo, hein. J'ai fait avec ce que j'avais de la montagne. Les seuls trucs spécifiques que j'ai, c'est globalement bien sûr le vélo qui est quand même typé voyage. Hein. Il y a pas mal de porte-bagages et tout pour accrocher des affaires. Il y a les 4 sacoches, bien sûr, qui sont spécifiques. Après, j'ai quand même acheté aussi un cuissard parce que voilà, je pense là-dessus, il faut pas trop lésiner. Hein. C'est un peu comme les chaussures en rando, en fait, toute la partie du corps sur lequel repose tout notre poids. Je pense qu'il faut avoir un bon équipement. Hein. Donc, en rando, c'est les pieds hein, qui portent, donc il faut avoir des bonnes chaussures. Et puis à vélo, on est assis. Donc voilà, c'est plutôt le cul qui prend. Donc je pense qu'il faut avoir voilà, un bon matelas dessous pour que ça tienne. Et effectivement, là, je sens que ça a quand même bien travaillé. Donc voilà ça. Et après, quatrième truc spécifique, c'est voilà, quelques outils pour faire les réparations principales sur le vélo. Hein. Donc quelques clés, quelques tournevis, une chambre à air. Mais voilà, hormis ça, globalement, c'est vraiment mes affaires de montagne hein, que j'ai pris. Voilà, la tente, c'est la tente que vous avez vue sur toutes mes randos précédentes. Au passage, cette tente, elle a 10 ans. Hein, et c'est la première tente que j'ai achetée de ma vie. Je ne l'ai jamais changée encore. Hein. C'est pour vous dire, elle a 10 ans. Je l'ai achetée pour mon premier bivouac en 2015. Hein, donc, et elle fait toujours l'affaire. Et après, j'ai aussi pris le tarp. Bon, je savais pas trop. Là, je l'ai pris pour couvrir le vélo surtout. Mais en fait, j'hésitais, je me disais, ah, peut-être je vais pouvoir faire un montage de tarp avec le vélo, tout ça. Bon, donc je l'ai pris en plus, hein, c'est pas forcément très optimisé. Hein. Mais bon, voilà, c'était pour essayer vu que c'est la première fois que je pars. Et pareil, hein, le tarp, hein, c'est avec celui-là que j'ai traversé le Massif Central au printemps dernier. Bon, on pourrait certainement, effectivement, hein, comme d'habitude, hein, faire un petit peu plus léger, optimiser des trucs et tout.
Mais ça, c'est avec l'expérience qu'on le voit, hein. La rando, je me rappelle, hein, le premier sac de bivouac justement d'il y a 10 ans, que j'avais fait pour faire mes premières nuits en bivouac, je peux vous dire que c'était pas le même qu'aujourd'hui, hein. C'était bien moins optimisé, ça dépassait de partout. Donc ça a bien changé depuis. Et là, à vélo, c'est pareil. Si je continue à en faire, etc., au fur et à mesure d'expérience, on sait qu'est-ce qui sert, qu'est-ce qui sert pas, ce dont on a manqué, ce dont on ne se sert jamais. Et donc après, au fur et à mesure, on peut optimiser et gagner un petit peu de poids. Mais là, honnêtement, pour une première, franchement, le setup est vraiment bien, je trouve. Après, ouais, c'est surtout demain qu'on va voir si ça passe au niveau des côtes et tout. Parce que demain, du coup, ça va se corser un petit peu au niveau du relief, hein, puisqu'on va attaquer la montée vers les cosses du Quercy. Voilà, dont le premier qui est le cosse de Limogne, hein. Donc on va passer dans le département du Lot demain. Par contre, en contrepartie, voilà, j'ai beaucoup moins de kilomètres, hein, quasiment 2 fois moins. Donc voilà, j'espère que ça ira, mais ça devrait aller. Avec un petit peu plus de relief, moins de distance, en pédalant toute la journée, ça devrait aller. Allez, et bien du coup, je vous dis à demain pour la suite de cette petite aventure à vélo. Allez, ciao! Yo, allez, on se retrouve pour le deuxième jour d'aventure. Moi, j'ai passé une super nuit du coup au camping. Voilà, c'était super calme, l'endroit vraiment idéal. Donc là, c'est bon. J'ai rééquipé la bécane, j'ai plié le camp. Je suis descendu donc, du coup du camping là, qui est un petit peu sur la colline là-haut. Le soleil s'est levé. Un petit peu plus tardivement qu'en plein été, hein, ça se sent qu'on est en septembre. Parce que là, il est 8h30 environ. Et donc du coup je vais faire un petit détour d'abord là pour aller voir le centre-village de Vazerac là, dont on voit l'église en face. Et puis après on va reprendre la direction vers la droite, vers le nord-est, en direction des cosses du Quercy. Allez, c'est parti pour le deuxième jour. Allez, c'est bon, on a passé le petit village de Vazerac. Et donc du coup maintenant on s'engage dans la vallée de la Lupte que l'on va suivre jusqu'à monter sur le cos de Limogne globalement. Allez, c'est parti.
Allez, du coup on est passé dans le département du Lot. Et là j'arrive au niveau de Castelnau-Montratier. Voilà, que je vois à gauche là. Un beau village avec un château tout en haut là, ou une église même. Bon, par contre vous m'excuserez, on va pas y monter hein, parce que ça fait quand même une grosse côte et une redescente après. Donc là j'ai fait un tout droit par la vallée. Je vais essayer de vous le filmer là, je vais tourner juste pour l'image. Hop. Voilà, c'est tout là-haut, Castelnau, on voit bien l'église. Allez, et nous on continue la vallée. Pour l'instant c'est du plat montant, ça se passe bien, ça va. C'est très agréable, il fait encore un temps magnifique. Température idéale aussi, il fait un peu frais là quand on est au bord des vallées là comme ça. Le soleil commence à être chaud. Et là c'est tip top. Donc là la prochaine étape ça va être Saint-Paul-de-Loubressac. Je crois que c'est pareil, le village il est un petit peu perché sur le côté, donc on va l'éviter je pense. Et là à partir de là, la pente va se redresser de plus en plus. Et voilà, ça va se corser un peu pour après grimper sur le Causse de Limogne. Bon voilà, c'est là qu'on récupère la route principale. On a fini la rocade, pour ainsi dire. Mais bon, ça va, il y a pire comme rocade. C'est plutôt agréable. Arrivé sur Saint-Paul-de-Loubressac, dont on voit l'église là-haut en haut à droite. Mais là c'était quand même le bon plan, là, cette vallée de la Lupte, parce que ça nous a permis, vu que c'est une vallée assez principale, quoi, assez grande, ça nous a permis de gagner des mètres de dénivelé avec une pente douce là, comme c'est le cas ici. Ah ben voilà, on voit bien le village là-haut. Allez, ça y est, du coup j'ai dépassé le petit village de Saint-Paul-de-Loubressac. Je fais une petite pause là. Voilà, c'est super agréable, hein. On a regagné vraiment les petites routes de campagne là. Il n'y a personne quasiment. Enfin, pour rouler c'est vraiment tip top. Et donc vous voyez, comme je disais hier, là dans cette région,
il y a souvent des petites falaises calcaires ou des tas de cailloux un peu clairs. Et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle donc le Quercy blanc ici. Voilà, là on est en plein dedans. Donc ça c'est des paysages un peu typiques d'ici, du sud du Lot. Allez, bah du coup ouais, je vais faire une petite pause, je vais prendre un petit quelque chose avant la montée. Bon là déjà on a quand même pas mal monté progressivement. Mais je pense qu'il va y avoir quand même une petite côte là pour se hisser en haut de ces collines. Et donc prochaine étape, on va passer la nationale 20, enfin on va juste traverser hein, heureusement. Et après on va se diriger donc sur le cos de Limogne et le village de l'Albenque. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, on s'est hissé sur le cos, on est en haut. La vue s'est bien dégagée là vers le sud. Et on va donc pas tarder à traverser la nationale 20 qui est en face là-bas. Allez, on passe sous la voie ferrée Paris-Toulouse. Arrivé sur le petit village de l'Albenque. Allez, ben comme d'habitude, je vais faire une petite pause. Et on reprendra ensuite. Allez, on quitte l'Albenque, un petit cœur de village très sympa. Et donc on va continuer à arpenter le cos de Limogne. Là je prends le cap plein est en fait, pour aller direction Bâche. Voilà, c'est un autre petit village assez connu. Il y a notamment le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR65 qui y passe. Il y a aussi des phosphatières à visiter qui sont assez connues. Après ouais, ce détour vers l'est c'est pas le plus direct pour aller jusqu'à Vers qui est mon étape de ce soir dans la vallée du Lot. Mais c'est surtout j'ai fait en fonction du relief en fait pour avoir le minimum de montées-descentes successives. Donc là j'essaie d'épouser le relief au mieux, le relief du cos du mieux. Voilà, pour avoir le moins de dénivelé possible. Mais bon, de toute façon c'est des beaux endroits donc ça vaut le coup. Hein. Bon, comme à mon habitude, c'est pas la performance qui compte, hein, c'est de voir des beaux endroits, se faire plaisir. Donc c'est pas le trajet le plus direct. Mais bon, le but c'est de voir un peu du pays, de voir des beaux paysages. Allez, c'est parti!
Allez, j'ai fait ma petite pause donc du coup au petit village de Bâche. C'est très sympa. Et du coup il y a le chemin de Saint-Jacques qui passe et vous voyez il y a des pèlerins là-bas même encore à cette saison. J'en ai croisé déjà 2 ou 3. Et du coup nous on va pouvoir se remettre en route. On va continuer à arpenter le Causse de Limogne en direction du prochain petit village qui s'appelle Concotte. Allez, c'est parti, on se remet en selle. Et maintenant, prochaine étape, le petit hameau d'Esclosels. Alors là, il va y avoir pas mal de montées, descentes successives. Après Concotte. Donc là, il va y avoir un peu de relief pour finir les derniers kilomètres de l'étape. Et après, il y aura une descente finale sur la vallée du Lot, vers le petit village de Vers, où j'ai donc mon deuxième camping qui m'attend pour ce soir. Allez, on va prendre un peu de vitesse. On va de la côte. Honnêtement, c'est vraiment tip top ces routes du Causse, parce que c'est vrai que les descentes, on peut vraiment lâcher les freins, enfin, sauf si bien sûr il y a quelqu'un en face, mais souvent il y a quand même une assez bonne visibilité. C'est vrai que c'est pas des descentes trop fortes, parce que c'est une descente super raide en fait, tu es tout le temps sur les freins, donc c'est pas forcément très agréable, ni pour toi ni pour le vélo. Mais là, vous voyez, typiquement là, en fait il y a une côte directe après, c'est tout droit, on voit bien. Donc on peut tout lâcher et on se laisse porter. C'est fun puis c'est moins fun, c'est fun puis c'est moins fun. Parce que là après ça grimpe bien parce qu'on est quand même vite au ralenti. C'est vrai que dans les côtes on sent bien quand même que le vélo est assez chargé. Après bon, je me faisais la réflexion l'autre jour.
En fait, le vélo, quand on le soupèse comme ça à vide, qu'on le déplace, on se dit ou con, c'est lourd, machin. Et en fait, faut quand même pas oublier que le principal, enfin le plus gros poids, c'est quand même nous. Hein. Je veux dire, même si j'ai 10 ou 15 kilos de matos, avec l'eau et la nourriture, bon, mais c'est qu'une fraction de mon propre poids, donc au final, même s'il n'était pas chargé, bon, on le sent bien sûr un peu, hein, mais c'est quand même pas, ça fait pas une différence autant que par exemple en rando, si on a un sac ou pas. Là, ça change tout. Allez, on continue le Causse de Limogne, direction la vallée du Lot. Allez, on est sur les hauteurs d'Esclosels. Là, il y a des grosses côtes, hein. Là c'est dur. Déjà, bon, pour monter au village, il y avait une belle grimpe. Et après, il y en a eu 2 autres successives. Après une descente, là je viens de refaire une montée. Et là, ça y est, on arrive au sommet. On est à plus de 360 mètres d'altitude. On voit bien, bon, à l'image on verra pas parce que faut regarder sur le côté, mais on voit qu'on est haut. Hein. Il y a une belle vue, on voit assez loin. Donc ouais, dernière côte, et après globalement ça va ne faire que descendre dans la vallée du Lot. Et on va perdre quasiment 200 mètres de dénivelé pour aller retrouver notre étape de ce soir qui est Verse. Allez, courage pour la dernière montée de l'étape. Allez, on a commencé à descendre, on est toujours en hauteur. On a toujours une très belle vue. Donc on va sûrement descendre sur la vallée du Lot assez franchement au dernier moment. Là il y a un replat là depuis 1 km ou 2, c'est super. Il y a des belles descentes là, c'est pareil, où on pouvait lâcher les freins parce que c'était pas trop raide. Ah, là on est vraiment, c'est vraiment la route des crêtes un peu. Je crois qu'on est assez haut. Allez, c'est parti, demi-tour, direction la vallée du Lot. Ah ben on voit bien devant là. Hop, je vais vous le filmer. Là j'ai juste à aller là pour vous montrer le point de vue. Et on voit la route en bas. On voit bien les falaises de la vallée. Et bien c'est parti. Oula, pas que je me casse la binette. Allez zou, c'est parti pour la descente.
voici la vallée du Lot. Et le village de Vers qui est devant. Et ben c'est beau avec les couleurs pas trop automnales encore d'ailleurs. C'est assez vert hein, je trouve. C'est quand même magnifique. Allez, on va finir les derniers kilomètres de descente. Et voilà, traversée du Lot, on l'a fait. Ah, c'est beau hein. C'est con que je puisse pas vous montrer sur les côtés parce que c'est joli. Et voilà. Et nous voici à Vers. Allez, super. Et voilà, me voici arrivé au camping de Vers. Alors c'est sympa parce que le camping il est situé juste en fait à la confluence de la rivière du Vers qui arrive de là et du Lot. Et c'est sympa parce qu'en fait la coïncidence c'est que le Vers c'est la rivière que l'on va remonter demain pour se hisser sur le deuxième cos là, de cet itinéraire qui est le cos de Gramat. Voilà, ça sera pour demain. En fait on va remonter cette vallée jusqu'à la Bastide de Murat exactement pour aller vers le cos de Gramat. Voilà, donc là on est vraiment à la confluence des deux rivières et le Lot. Donc moi j'ai traversé le pont là que l'on voit juste ici là en descendant tout à l'heure. Ah, l'endroit est vraiment sympa. Surtout en septembre là comme ça là du coup l'air est excellent. Il fait pas chaud, enfin le soleil est chaud mais le fond de l'air est tout à fait agréable, surtout au bord de l'eau. C'est super joli aussi parce que je sais pas si on verra à l'image mais il y a les vagues avec le reflet du soleil là, ça fait des lueurs qui scintillent un peu dans les arbres là. Super joli. Et voilà, donc ça conclut cette deuxième étape qui était donc beaucoup moins longue. Là j'ai regardé, donc j'ai fait 68 km, quelque chose comme ça. Donc je suis arrivé à peu près à la même heure pour vous dire. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de relief. Bon, c'était dans l'ensemble c'était quand même des côtes assez progressives, sauf les 3 dernières côtes là du village d'Esclosels. Là c'était déjà un bon aperçu de ce qu'il va y avoir sûrement à partir de demain aussi, où il va y avoir encore plus de dénivelé je pense à en cumuler sur toute la journée. Donc voilà, il y a pas mal de distance aussi. Donc demain l'objectif ultime c'est d'arriver donc à Rocamadour, qui est donc c'est un lieu touristique très sympa du Lot, qui est très connu. Et après il me restera encore un peu de kilomètres à faire pour aller voilà, chez des gens que je connais qui pourront m'héberger là-bas. Voilà. Donc voilà, mais c'était une très belle étape aujourd'hui, voilà, à travers le cos de Limogne qui se termine à Vers dans la vallée du Lot. Donc je vous dis à demain pour le 3e et dernier jour de cette aventure à vélo. Allez, ciao, à demain.
Yo, allez, on se retrouve pour le troisième et dernier jour de cette aventure à vélo. Donc du coup, ce matin, je suis parti de Vers après un très bon bivouac au camping municipal. Et donc, je me suis engagé dans la vallée du Vers, que l'on voit ici. C'est une très jolie vallée avec ce petit cours d'eau là qui fait des petites cascades avec de la mousse et tout. Enfin, c'est une ambiance très atypique, c'est très très joli. Puis je suis étonné de voir que ça coule vraiment bien. Parce que bon, ici c'est pas des grandes rivières non plus hein, dans le Lotin. Et puis c'est vrai que le climat du Causse étant très aride, c'est souvent à sec. Donc là, on a vraiment de la chance de voir ça pour une mi-septembre. Et donc cette vallée en fait va permettre de nous faire grimper sur le Causse de Gramat, le deuxième Causse du Quercy. Voilà, donc avec la première étape qui est la Bastide de Murat. On va passer d'autres petits villages, il y a Saint-Martin-de-Vers, Saint-Sauveur, etc. En fait, je connais bien ici parce que, certes, la première maison où j'habitais, c'était donc, comme je l'ai dit avant-hier, sur la commune de Vazerac. Mais c'était juste les premières années. Mais sinon, après, j'ai grandi ici, dans le Lot. Voilà, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'ai fait cette petite rando, parce que ça permettait en gros de faire une rando qui reliait mes deux maisons quelque part, Toulouse et ici, en passant coïncidence par la première maison. Donc là je retrouve pas mal d'endroits que je connais, et donc là pour aujourd'hui je me suis fait un petit itinéraire vraiment par des petits villages sympas, on va se régaler. Du coup l'objectif d'aujourd'hui c'est d'aller à Rocamadour, et je me suis fixé Rocamadour parce que c'est quand même un lieu touristique, enfin c'est pas que ce soit touristique et bien, mais c'est que c'est un lieu magnifique. Et après donc l'aventure se terminera là pour ce reportage ce soir. Et après moi il faudra que je continue encore un petit peu, une bonne vingtaine de kilomètres pour aller ben voilà, chez des gens que je connais, hein, parce que j'ai encore quelques connaissances ici du coup. Voilà, qui pourront m'héberger ce soir. Et après demain il faudra que je fasse encore quelques kilomètres pour aller à une gare, prendre le train, rentrer à Toulouse. Et après de Toulouse, de la gare, il faudra que je reprenne un peu que je me remette en selle pour aller rentrer chez moi et boucler complètement la boucle de cette aventure. Allez, et bien du coup c'est parti, on va se remettre en selle. Direction Saint-Martin, Saint-Sauveur et après la Bastide Murat. Allez, c'est parti. Nous arrivons à Saint-Martin-de-Vers. Et voilà, prochaine étape, Saint-Sauveur-la-Vallée. Donc là pour l'instant c'est du plat montant dans la vallée du Vers, tranquille. Et après la pente va se redresser pour monter jusqu'à la Bastide. Donc la Bastide de Murat, ce sera le point culminant de l'itinéraire à 450 mètres d'altitude. Sachant qu'on était à peine à 120-130 à Vers. Donc ça fait un bon 300 mètres d'écart quand même. Donc là on gagne quelques petits mètres progressivement, mais après ça va grimper. Allez, ça y est, on a le soleil. Cela, mine de rien, il fait pas chaud en bas dans les vallées.
Arrivé sur Saint-Sauveur-la-Vallée. Et je viens tout juste de dépasser le cap des 200 km parcourus depuis le départ. Allez, ça y est, on arrive à la Bastide de Murat. Bon, la côte était très agréable, en fait, j'ai réussi à la faire d'une traite parce que la pente était assez soutenue mais très régulière. Donc en se mettant en petite vitesse, c'est passé impeccable. Tout doucement. Allez, me voici donc à la Bastide de Murat, sommet de l'itinéraire. Enfin, du coup j'en ai profité, j'ai pris une petite chocolatine à la boulangerie au passage pour fêter la côte. Voilà, il fait un temps radieux encore. Et donc voici devant nous le causse de Gramat qui se dessine. Il y a une grande étendue de forêt, là c'est la forêt de la Brogne, voilà, pour ceux qui connaissent. C'est une immense forêt avec des zigues, c'est-à-dire des gouffres, parce que c'est calcaire. Il y a des rivières souterraines, etc. qui d'ailleurs ressurgissent juste après Rocamadour. On y passera tout à l'heure normalement. Donc voilà, là on va essayer de redescendre un petit peu sur le Causse. Il va y avoir une série de montées-descentes aussi un petit peu, comme c'était le cas hier. Direction donc Fontane du Causse, Lunegarde, Reilhac, Gramat justement, et ensuite Rocamadour. Arrivé sur Fontane du Causse.
Petit village perdu sur le Causse de Gramat. Donc après on va redescendre un petit peu et on va regrimper en direction du village suivant qui est Lunegarde. Et nous voici arrivés au petit village de Lunegarde avec un petit vent d'automne qui s'est levé. C'est un super joli village qui est pas très connu. Bon, moi je connaissais bien parce que voilà, comme je suis d'ici, je connais bien tous ces petits villages. Et d'ailleurs, comme j'aime le dire et que j'ai déjà dit l'an dernier et souvent, c'est super agréable en fait de retrouver des endroits qui nous sont familiers ou que l'on connaît parce qu'on y a été en vacances ou parce qu'on vient de là, etc. Au cours de longs voyages. C'est-à-dire quand on fait des grandes boucles, quel que soit le type de voyage, à pied, à vélo, et qu'on repasse dans des endroits qu'on connaît, ça fait toujours plaisir. C'est une sensation assez étrange, mais c'est vraiment trop bien. Et là, c'est vraiment ce que ça me fait. Ouais. Ça me l'avait fait l'an dernier lors de ma traversée du Massif Central aussi. J'avais rallié des points que je connaissais un petit peu. Et voilà. Ouais, j'essaie de vous faire visiter des choses un petit peu hors des sentiers battus, comme d'habitude. Parce que là, ici, c'est pas très connu quand même. Vous voyez qu'il n'y a pas foule. Le nom de ce village est rigolo, Lunegarde, ça fait un petit peu... parce qu'en fait, on est perché sur une colline, là. On domine tout le Causse. Donc ça fait un peu le village perché gardien de la lune. C'est assez drôle comme nom. Voilà, il y a une très belle église, une jolie place. Et donc nous maintenant, après cette petite pause, on va mettre le cap sur le village suivant qui est Reillac. On voit le panneau en bas. Là il y a un ancien travail pour les chevaux. Voilà, donc on va descendre par cette route là. Et on va voilà, faire un petit peu le tour du Causse comme ça vers Gramat pour après redescendre sur Rocamadour. C'est pas l'itinéraire le plus direct, mais bon, d'une part je trouvais sympa de passer par ici parce que c'est très joli. Et même si c'est plus long au niveau du relief, c'est un peu meilleur. On épouse en fait le relief du Causse de Gramat pour descendre à Rocamadour. Parce qu'il y a des routes plus directes, notamment par les villages de Carlucé, Couzou, etc. Mais il y a deux grosses montées-descentes successives à se taper. Donc voilà, c'est plus direct, mais bon, en même temps, je suis pas sûr que ce soit plus... Mais bon, peu importe, on a le temps. Le but, c'est de profiter, de passer dans des beaux endroits. Donc voilà, passage à Lunegarde, au cœur du Causse de Gramat. Et donc on va se remettre en selle, direction Reillac. Allez, c'est parti. Et il sonne 11 h.
Allez, on descend donc de Lunegarde. Et en fait, devant nous, à l'image, on verra pas parce que c'est trop loin, mais on voit les monts du Cantal en fait. On voit le début, les premières hauteurs du Massif central. Et par temps clair, on voit ouais, les monts du Cantal, le puy de Sancy même. Voilà, c'est un spot ici, un point de vue. Donc, ça me rappelle ma traversée du printemps dernier où j'étais là-bas pendant 2 mois. Allez, c'est parti, on descend sur Reilhac, toujours sur le Causse, avec ses murs en pierre sèche et toute son ambiance. Et nous arrivons dans la ville de Gramat qui donne son nom au Causse. On va pas aller au centre-ville, on va couper, prendre une petite route. Qui va nous permettre donc d'arriver au Rocamadour par le haut, sans côte. Allez, c'est parti. Allez, du coup, on continue le Causse par cette petite départementale. Donc là, on entre dans le bois de la Pannonie, ça s'appelle, une autre grande forêt. Et nous voici donc au très joli hameau de la Pannonie, toujours sur le Causse. On est en bordure là, ce coup-ci maintenant. Il y a un beau château, il y a une jolie chapelle. Un petit hameau typique du Causse, comme vous pouvez voir. Donc là maintenant, oui, on n'est plus très loin de Rocamadour, de notre objectif. Il ne reste plus qu'à descendre cette petite route. Et puis après on va rattraper donc la route de Couzou, qui va donc descendre directement au Rocamadour après. Voilà, on est vraiment plus très loin, on n'est plus qu'à quelques kilomètres maintenant.
Allez, nous voici au bout du Causse de Grama, il y a une très belle vue vers la Bourriane, vers l'ouest. Donc on va rattraper la route principale, on va tourner à droite et Rocamadour est dans le canyon juste derrière. Allez, c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Ah, c'est complètement dingue d'arriver là en étant parti de Toulouse il y a 2 jours. Cet itinéraire là il est vraiment parfait pour descendre du Causse. En fait sinon il aurait fallu se taper les descentes dans des combes là, assez profondes que je vois à gauche. Là il y a eu quasiment aucune côte en fait depuis le village de Lunegarde. À part des petits trucs, des petites remontées comme ça, mais c'est rien. Honnêtement, ah, cette vue, c'est vraiment tip top. Voilà, on arrive au hameau de Magès où on va rattraper la route. Et nous y voici, Rocamadour. Et nous y voici, Rocamadour, objectif du périple. Vous voyez, c'est une magnifique citadelle encastrée dans la falaise avec l'église tout en haut. Il y a encore beaucoup de monde. Bon, c'est un lieu qui est extrêmement touristique ici dans le Lot. Même c'est un des lieux les plus touristiques de France, hein, je crois, de mémoire. Bon, ça me fait bizarre de dire ça parce que comme je suis d'ici, d'ailleurs j'ai l'habitude souvent d'y venir l'hiver. Il n'y a pas un chat, c'est assez fantomatique d'ailleurs. Mais bon, c'est joli, il n'y a personne, c'est super calme. Et bon là, même mi-septembre, il y a encore pas mal de monde, ouais. Bon, du coup, vous m'excuserez, je ne vous ferai pas la visite de Rocamadour. Hein, j'imagine qu'il y a déjà des dizaines et des centaines de vidéos qui montrent tout ça. Voilà. Je suis pas du style à faire les trucs à la mode où il y a du monde. Voilà, je préfère vous montrer des choses un peu plus originales, comme les villages qu'on a passés, tout ça, etc. Je vous laisse regarder d'autres vidéos si ça vous intéresse de voir ce que c'est Rocamadour. Moi, je vous aurais montré un petit peu plus tôt les alentours, on va dire. Allez, eh bien, je vais faire la pause pique-nique. Allez, à plus. Allez, je peux quand même vous raconter un petit truc sur Rocamadour quand même, que je pense peu de gens vous raconteraient si vous veniez ici. Donc Rocamadour, ça se situe, comme vous avez pu voir, dans un canyon, hein, donc une vallée calcaire avec des falaises, qui s'appelle le canyon de l'Alzou, du nom de la rivière qui y passe.
Donc là je suis reparti, hein, je suis un petit peu en aval, donc l'Alzou qui est à sec ici là en ce moment. Et un petit peu plus en aval, du coup là on va y passer pas très loin juste après. Il y a le gouffre de Cabouille et le gouffre de Saint-Sauveur, qui sont en fait des résurgences de la rivière de Louis, qui se perd un petit peu plus haut. Et en fait la petite histoire c'est que en fait l'Alzou, donc cette vallée là, c'est la vallée fossile de Louis. Alors du coup je m'explique. En fait c'était ici, avant que Louis ne se perde sous le causse de Grama, historiquement c'était ici qu'elle passait. Elle passait dans le lit de l'Alzou. Et effectivement quand on remonte en fait cette vallée, qu'on suit les courbes de niveau voilà, sur une carte topographique, on arrive effectivement au village de Témine, ou Téminette, je ne sais plus, où se perd la rivière de Louis. Voilà, donc en fait, avant que cette rivière ne se perde, Louis ne se perde, donc elle prend sa source dans les premières hauteurs du Massif central, dans la Châtaigneraie. Ben voilà, elle empruntait en fait, géologiquement, elle empruntait le cours de l'Alzou. Voilà, et les deux vallées, donc celle de l'Alzou et la fausse vallée de Louis, on va dire, par où elle atterrit, par où elle ressurgit de terre, voilà, se rejoignent. Pareil, on va y passer tout à l'heure au niveau du moulin de Caoulé environ. Voilà, donc c'était une petite curiosité locale. Voilà, il y a pas mal de rivières souterraines, effectivement, sous le causse de Grama, parce que vu que c'est très calcaire, en fait, ça s'infiltre assez bien, et donc avec les millions d'années qui ont fait leur travail, ben voilà, maintenant la rivière elle est souterraine. Et ce qui fait que du coup, vu que l'Alzou donc ici ne bénéficie plus du cours principal donc de Louis, de la source principale, mais il est toujours à sec l'été. C'est une rivière intermittente, puisqu'en fait il ne bénéficie maintenant que des petits affluents historiques de Louis, donc ils ne suffisent pas bien sûr à faire un ruisseau toute l'année. Donc voilà. Par contre l'hiver ça coule bien, je peux vous dire, voilà, ça ne coule que quelques mois dans l'année. Donc pendant les mois d'hiver, mais quand ça coule très bien. Il y a même en amont de Rocamadour, il y a des petites gorges, là, les gorges de l'Alzou justement. Il y a des moulins, il y a des cascades et tout, c'est super beau, c'est magnifique. Et du coup en plus l'hiver il y a moins de monde, donc c'est encore mieux pour y aller. Mais voilà, ce qui explique, bon, il y a bien sûr la sécheresse, hein, mais Louis par exemple elle coule, hein, même un petit peu, même en été. Mais là, ce cours d'eau là, l'Alzou, c'est normal en fait, c'est naturel qu'il soit à sec l'été. C'est une rivière purement intermittente, due à ça. Et voilà, là c'était la petite histoire à Rocamadour, voilà, qui est la vallée fossile de Louis et qui maintenant s'appelle l'Alzou. Allez, ben donc du coup là je suis reparti de Rocamadour et donc je prolonge un petit peu le reportage. Là je suis en train de faire le chemin qui me manque là, donc pour aller chez les gens qui pourront m'héberger ce soir. Donc il y a encore une bonne vingtaine de kilomètres avec des grosses côtes encore. Mais bon voilà, c'est toujours sympa de retrouver des gens qu'on connaît. Allez, ben c'est parti, on se remet en route pour finir cette journée. Voilà, donc on a passé un petit col entre la vallée de l'Alzou et la vallée de Louis, dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Alors, la fausse vallée, on va dire, c'est là où l'eau arrive, mais géologiquement c'est la fosse. Et donc le gouffre de Cabouille et de Saint-Sauveur, voilà, se trouve à quelques centaines de mètres devant. Et donc à partir de là, l'eau de la rivière ressurgit. Allez, je viens de passer le moulin de Caoulé et là donc on retraverse l'Alzou qui vient donc de la droite, voilà, et qui va rejoindre Louis que l'on entend couler là-bas. Voilà, donc à partir de là du coup Louis reprend son cours historique, son cours normal. Et il y a toujours de l'eau, hein, avec la résurgence là-bas. Allez, ben c'est parti, maintenant on va enchaîner deux grosses côtes. Pour finir la journée, et après il y aura encore une descente. Enfin,
On n'est pas rendu encore, on va dire. Mais bon, ça va, j'ai tout l'après-midi pour finir mon aventure tranquille. Donc c'est super. Et allez, on traverse Louis du coup, qui s'en va se jeter vers la droite, vers la Dordogne. Il y a un bon débit. Allez, j'approche de mon étape de ce soir. Je vais conclure ce petit reportage avec ce magnifique point de vue sur la campagne lautoise. Donc Rocamadour se situe devant nous, là dans les vallées devant. Et tout au fond, on voit les monts du Cantal. On verra pas l'image parce que c'est trop pâle, mais on les distingue bien. Voilà. Bon, mais du coup, petit bilan de cette aventure, c'était juste super en fait. C'était la première fois donc, que je partais à vélo. Donc franchement, c'était vraiment super. Vraiment super. Bon, on a eu une météo géniale. Il n'y a pas eu un nuage là pendant 3 jours. J'étais très content aussi de l'itinéraire que je me suis tracé parce que je me suis bien démerdé par rapport au relief là pour éviter les grosses côtes et tout ça. C'était plutôt agréable quoi. C'était plutôt bien fait, j'ai trouvé. Aussi des questions pratiques, mais toutes les nationales, j'ai fait quasiment que les coupés. J'ai jamais pris de gros axes et tout ça. Donc l'itinéraire au top. Et voilà, on a traversé, même si moi j'avais effectivement une petite, on va dire, un petit aspect historique dans cet itinéraire là, puisque j'ai fait plusieurs maisons, on va dire, voilà, où j'ai habité dans ma vie, etc., dont ici mes origines. Mais bon, géographiquement, même s'il n'y aurait pas eu ça, c'est quand même super intéressant de parcourir cette région. Voilà, le Canal, le Tarn-et-Garonne, le Quercy blanc, les Causses du Quercy ici, le Lot. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai fait quand même quelques images pour vous partager tout ça. Et après aussi en conclusion du coup, alors je vais vous partager un petit peu le ressenti que j'ai par rapport à la marche, parce que l'itinérance j'en ai fait quand même pas mal, les bivouacs et tout ça, mais c'était exclusivement à pied jusqu'à présent tout ce que j'ai fait. Alors du coup, bon, les points positifs, bon déjà c'est vrai que au niveau d'avoir 4 sacoches comme ça, c'est vachement bien parce que du coup ça permet de compartimenter et de, on va dire, de ranger ses affaires voilà, de manière bien organisée, ce qui est moins le cas avec un sac de rando parce qu'on peut faire 2 compartiments, mais bon, globalement il y a un gros compartiment, donc il faut bien faire des étages, tout ça en fonction de ce qu'on a besoin. Et c'est vrai que là, j'avais une sacoche de vêtements, une sacoche de bouffe, une sacoche de couchage et le reste. Donc c'est vrai que c'est très pratique ouais, pour ranger, avec les tendeurs et tout ça, on peut facilement accrocher les choses et tout ça, donc c'est très pratique. Et puis aussi, c'est vrai, je pense, par rapport à ça, je pense pas alors c'est pareil, à mon niveau, hein, encore une fois, hein, peut-être que les experts diront l'inverse, mais je pense qu'honnêtement, sur un vélo comme ça, on n'est pas à 1 kilo près, quoi. C'est-à-dire si on veut rajouter un truc, on n'est pas... parce que quand on porte un sac à dos, si on se met 1 kilo de plus, on a directement 1 kilo de plus dans le dos, ça c'est clair, et on le sent. Mais c'est vrai que là, en fait, le poids rajouter 1 kilo sur le vélo, il y a plein de transmissions de force avant que ça arrive jusqu'aux jambes. En fait, c'est très indirect. C'est-à-dire que le poids, il va d'abord reposer sur les 2 pneus. Et après, il y a tout le système de transmission. Il y a l'inertie avec la route. Ce qui fait que quand on rajoute 1 kilo, je pense pas que ça rajoute 1 kilo à pédaler de plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très indirect. Donc, je pense que ça, c'est aussi plus simple par rapport à la rando. C'est que voilà, on n'est pas à 500 grammes près si on veut prendre un truc. Là, typiquement, j'ai pris la tente et le tarp. Voilà, pour que ce soit plus pratique. C'est pas efficace, mais bon, voilà, les 800 grammes de tarp en plus, enfin, c'est pas ça qui m'aurait fait monter les côtes plus vite ou pas, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas non plus, je pense, la grosse différence. D'ailleurs, ouais, ça c'est intéressant aussi, avoir tarp et tente, c'était vachement bien, parce que c'est vrai que la tente pour moi et le tarp pour le vélo, c'était super, parce que c'est vrai que des fois on attache le vélo pas au niveau de la tente, hein, parce qu'il y a un piquet, parce qu'il y a un truc, donc c'est bien qu'on ait des bâches séparées pour l'un et pour l'autre, on va dire. Et c'est vrai que le tarp, même si c'est très grand, qu'il doit exister des bâches exprès pour vélo bien ajustées, c'est pareil, ça permet d'entourer des trucs avec, de faire des petits nœuds. Enfin voilà, c'est les mêmes arguments que quand on part à pied, on peut faire différents types de montage. Donc là, encore une fois, j'ai fait avec ce que j'avais, mais c'est vrai que tarp plus tente, voilà, il n'y avait que ça qui était à l'arrière du vélo, là, sur le porte-bagages. Ça, c'était nickel, c'était super.
Voilà, donc en termes de matos, je suis très content en fait, voilà, avec le peu entre guillemets que j'avais, finalement ça s'est très bien passé, j'ai manqué de rien. C'était très pratique à utiliser, donc voilà, ça c'était top, petit retour. Et après, bien évidemment, donc la principale différence entre la marche et le vélo, c'est évidemment la vitesse. Alors ça, c'est assez intéressant parce que je trouve que c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Donc l'avantage, pour moi, j'en vois deux principaux. Le premier, c'est que tout simplement, on avance vachement vite. Et donc du coup, c'est vrai que on peut, en très peu de temps, comme ça a été le cas là, faire une très grande aventure en fait. C'est-à-dire que on peut faire, voilà, sur 3-4 jours, on peut facilement faire 300 bornes. Et 300 bornes, franchement, voilà, d'un point B, même sans faire de boucle, on peut faire une sacrée découverte d'une région, quoi. On peut faire, donc ça s'apparente à une grande aventure au sens où on va parcourir une région très étendue. Et le fait que ça passe en peu de jours, c'est aussi plus facile à organiser. C'est-à-dire que là, ce que j'ai fait cette fois-ci, là, si je l'avais fait à pied, il m'aurait fallu 10-15 jours. Donc déjà, il faut les trouver, les 10-15 jours. Et puis après, il faut organiser, il faut regarder tout l'itinéraire, les logements, le ravitaillement, parce qu'on ne peut pas prendre 15 jours de bouffe avec nous. Alors que là, honnêtement, prendre 3 jours d'autonomie en nourriture, c'est assez facile, honnêtement, hein. Ça m'a même pas rempli une petite sacoche avant. Donc ça se fait très bien. Donc voilà, c'est plus facile à organiser et on peut faire effectivement, voilà, des grandes aventures sur un temps concentré. Donc c'est vrai que voilà, sur un week-end allongé, on peut faire des trucs vachement bien parce qu'on avance vite. Et après, le deuxième avantage aussi, qui va avec, c'est que par rapport notamment à l'autonomie en nourriture et en eau aussi, c'est que vu qu'on peut faire très rapidement un détour vers un village, on n'a pas besoin en fait, voilà, de prendre beaucoup de jours d'avance avec nous en fait. Là, moi, j'en ai pas profité de cet avantage-là parce que je voulais voir un petit peu aussi par rapport au poids si ça tenait un petit peu. Donc je l'ai fait en full autonome. J'ai pas fait une seule course. Mais c'est vrai qu'en fait, on peut presque, alors ça dépend des itinéraires quand même, hein. Là, dans ce genre de région, il faut quand même avoir un peu d'avance. Mais je suis sûr que si on fait style le canal du Midi et tout ça, on pourrait presque rien prendre. C'est-à-dire on arriverait toujours à trouver un resto le midi ou un truc, une guinguette ou un truc le soir, quoi. Donc, et puis s'il nous manque quelque chose, en fait, si on doit faire un détour de 5 km, bon, ben voilà, ça dure 20 minutes. Donc c'est moins grave en fait de pas trop prévoir à l'avance, contrairement à pied ou faire un détour de 5 km, c'est pas gratuit, quoi. Des fois ça dure 1 heure ou plus. Donc on peut pas trop tenir 1 heure de plus sans eau si on est déjà à sec, quoi, vous voyez. Donc il y a moins de préparation, on va dire, en amont. Voilà, c'est comme on va plus vite, on peut facilement se sortir de situations qu'on n'aurait pas trop prévues, voilà, si on manque d'eau, si on manque de quelque chose. Et je parle même pas effectivement à pied quand on est en haute montagne, où là, parfois pendant une semaine, on ne croise pas de civilisation. Donc là, vraiment, le ravitaillement et son stock d'eau et de nourriture, il faut savoir le rationner comme il faut, etc. Bien compter les jours. Ça, à vélo, c'est vrai que on peut partir l'esprit un petit peu plus léger. Voilà, parce qu'on peut justement, effectivement, ravitailler plus facilement le long du chemin. Et par contre, pour en venir donc du coup aux inconvénients de cette vitesse à vélo, ben, c'est qu'en fait, moi qui viens justement de la marche, je me rends compte que on va beaucoup moins dans le détail. En fait, on est beaucoup moins déjà au contact de la nature parce que bon, quand on fait du voyage comme ça, on va quand même plus sur des routes. Donc on est moins sur des petits sentiers discrets, vraiment dans la forêt, tout ça, etc. Déjà. Et puis comme on va plus vite aussi, voilà, on passe à côté de choses très rapidement. Il y a certains villages, on ne s'arrête pas parce qu'on vient de s'arrêter avant. Et donc du coup, ça fait que voilà, on ne découvre pas une région autant dans le détail, on s'imprègne moins, on va dire, que quand on est à pied, clairement. Ça, c'est sûr. Et un exemple tout bête, par exemple, vous voyez à Montèche, sur le canal du Midi, enfin le canal latéral, pardon, ben, j'ai fait une pause au village et 100 mètres après, ben, il y avait la pente d'eau. Mais en fait, vu que je venais juste de faire une pause, etc., ben, je ne me suis pas arrêté parce qu'en fait, faire une pause à vélo, c'est beaucoup plus contraignant qu'à pied. À pied, ça demande aucun effort. Mais à vélo, en fait, ben, il faut freiner, il faut s'arrêter, mettre la béquille, attacher le vélo quelque part, aller voir, revenir. C'est beaucoup plus contraignant en fait de s'arrêter. Et honnêtement, quand on est lancé, ben on est lancé pour 5 ou 10 bornes, quoi, voire plus. Sur le canal, j'ai fait des portions à 20-30 d'un coup, parce qu'on est lancé et on n'a pas la foi forcément de s'arrêter dès qu'il y a une petite curiosité à voir, etc. Et donc, forcément,
il en découle que on découvre moins précisément les choses, ça va plus vite, etc. Et ça, je trouve, c'est un inconvénient en tout cas par rapport à la marche. Ce qui fait que donc voilà, les deux modes de voyage, je trouve, se complètent très bien. Donc voilà, je pense que désormais, je ferai quand même plus de la marche, mais de temps en temps, effectivement, comme ça, sur un petit week-end, faire voilà, une virée en vélo comme ça, rapide, faire une boucle et tout ça, c'est franchement top. En tout cas, voilà, c'est mon premier retour, ma première expérience. Et aussi, quand même, j'ai oublié, il y a plus de place dans la tente parce que j'ai pas de sac à dos. Voilà, c'est la petite connerie à la fin, mais c'est vrai. Parce que du coup, quand je suis en rando, en bivouac, en montagne, j'ai toujours en général le sac à dos que je prends dans la tente pour éviter qu'il prenne l'humidité. Mais là, vu que c'est dans les sacoches et que le vélo est couvert, j'avais toute la tente pour moi. Donc ça, c'était top. Voilà. Bon, et bien allez, je vais conclure ici. J'espère que ce petit reportage, ça vous aura plu. Et je vous dis à une autre fois pour une prochaine aventure. Allez, ciao!